La raison pour laquelle finalement j'ai été attirée par l'IBAR, je l'ai apprise plus tard, et je l'ai comprise plus tard. Mais initialement, il y avait une envie de témoignage en fait, parce que ce sont des lieux qui disparaissent. Donc je voulais un petit peu capter le basculement de ces lieux. Et puis raconter en fait le rôle du bar, le rôle politique du bar, parce que c'est un lieu dans l'espace public. Donc il a un rôle politique, donc je voulais investiguer un petit peu ça, je voulais savoir quel est ce rôle, est-ce que ce fameux rôle de ciment social dont on parle si souvent était vrai, et qu'est-ce que ça fait si ça n'existe plus. أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني. Ouh là 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 là, mais c'est déjà le 5e épisode. Nous rencontrons Fanny Molin, réalisatrice de Atlantic Bar, une petite pépite documentaire versée dans la bistrologie et qui sort prochainement en VOD et DVD. Nous allons faire la connaissance de Nathalie et Jean-Jacques. Nous allons évoquer un monde englouti par les boissons, mais aussi mise en scène, avec une jeune femme qui a débuté par la photographie et qui a vu ce premier essai de documentaire sélectionné à la CID 2022. Et on est effectivement à Saint-Ouen, là dans un petit hôtel sympathique dehors, parce que hier j'ai fait la dernière de la tournée à l'espace 1789, oui, à Saint-Ouen. C'est bien passé? Ça s'est super bien passé, j'étais ravie d'avoir des jeunes, parce que c'était pas forcément le cas sur toute la tournée. Il y a beaucoup finalement de salles d'arrêt d'essai dans des plus petites villes, etc., où le public des cinéphiles est vieillissant, hein, et ne se renouvelle pas. Donc hier j'étais très très contente de voir plein de jeunes, c'était chouette. Et on était à peu près 80, c'était une très bonne séance. Excellent. Quel est ton lien avec Arles, qui est le siège des rencontres photographiques? Maintenant j'ai beaucoup de liens avec Arles, mais quand j'ai découvert Atlantic Bar, je n'avais pas de lien avec Arles. Je suis lilloise, donc c'était... Je suis blonde, oui. J'étais pas prédestinée à aller à Arles, mais c'est effectivement dans le cadre des rencontres de la photo que j'ai rencontré le bar, parce que je fais de la photo, je pratique la photographie. Et j'étais là, j'y étais venue un été pour faire les rencontres, mais aussi pour faire un atelier. Donc un atelier où le thème était libre, et c'est là que je me suis dit ok, je vais faire mon fameux sujet sur les bars qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que, alors il y avait des raisons conscientes et inconscientes. Je pense qu'il y a beaucoup de... la raison pour laquelle finalement j'ai été attirée par l'IBAR, je l'ai apprise plus tard, et je l'ai comprise plus tard. Mais initialement, il y avait une envie de témoignage en fait, parce que ce sont des lieux qui disparaissent. Donc je voulais un petit peu capter le basculement de ces lieux. Et puis raconter en fait le rôle du bar, le rôle politique du bar, parce que c'est un lieu dans l'espace public. Donc il a un rôle politique, donc je voulais investiguer un petit peu ça, je voulais savoir quel est ce rôle, est-ce que ce fameux rôle de ciment social dont on parle si souvent était vrai, et qu'est-ce que ça fait si ça n'existe plus. Quand tu dis il y a des raisons inconscientes, merci monsieur. Oui, ça c'était les raisons que je viens de... C'est la question de l'alcoolisme? Oui, les raisons inconscientes. La raison inconsciente, c'est la question de l'alcoolisme, puisque ça fait appel à une expérience intime. J'ai grandi avec cette maladie. Ah, là je l'entends à blinde. Attends, on va attendre qu'il passe, excuse-moi. T'inquiète. Au moment le plus Je connais. intime. Au moment le plus intime. Putain de motard. C'est clair. Vous pouvez pas juste avoir des petits engins qui font pas de bruit. Électrique quoi. Ouais, mais je pense que du coup t'enlèves toute la... Dimension tout phallique. l'intérêt. Ouais, c'est... Exactement. Tu peux parler en entre-freudien là. Ok, je vois. Ah, il fait chier. Ouais, puis il reste bien longtemps. Ça c'est les motards hein, toujours. Vroom vroom. C'est un truc de l'enfance ça. Hein. Ouais. Donc on parlait de
d'une dimension intime. Oui, et ça c'est quelque chose qui s'est clarifié en fait après quelques temps passé à l'Atlantique et grâce à Nathalie. Mais oui, l'alcoolisme c'est une maladie que je connais bien, avec laquelle j'ai grandi. Donc je crois que schématiquement je suis allée dans un bar pour savoir pourquoi on picolait. J'ai quand même eu énormément de chance de tomber sur quelqu'un comme Nathalie parce que Nathalie est très lucide sur sa maladie et sait l'expliquer avec des mots, sait la formuler en fait. Et en plus à tous les stades du cycle en fait de son addiction, parce que c'est très cyclique les addictions, de ce que j'en ai vu du moins. Et les discours en général ne sont pas les mêmes en fonction de où dans le cycle on se trouve. Et Nathalie restait quand même très très lucide tout le temps. Et ça, j'avais jamais rencontré quelqu'un d'addict si lucide. Et donc Nathalie a été très très importante dans ma vie, elle le reste, mais elle a vraiment marqué un tournant. Et donc c'est quelque chose de... Ça a fait rentrer le projet du film dans quelque chose de très intime. Et pour moi, et pour elle aussi, parce que tout le monde parlait de son alcoolisme, alors que... Faut pas se mentir, tout le monde n'est pas à l'eau dans ce bar, mais tout le monde me parlait de l'alcoolisme de Nathalie, parce que c'est une femme, évidemment, c'est la patronne. Et il y avait énormément de stigmatisation autour de son alcoolisme à elle. Et c'est une femme, Oui. et c'est le portrait d'une femme abîmée. Bah oui, c'est le portrait d'une femme dont la vie l'a amenée à boire en fait. Enfin, je me souviens qu'après une projection, moi je parle souvent de l'alcoolisme comme d'une maladie. Il y a un addictologue qui est venu me voir et qui m'a dit, je suis addictologue, la maladie c'est pas l'alcoolisme, c'est la vie. Et même si c'est un petit clin d'œil sémantique, c'est intéressant quand même. Je pense qu'il a raison ce monsieur. Et je pense que c'est ce qui se passe pour Nathalie. Ce qui s'est passé pour Nathalie, c'est ce qui se passe pour plein de gens dans ce bar. Mais bon, en l'occurrence, on parlait de Nathalie. Et Nathalie, c'était la seule qui était foutue de me raconter ce que c'était. Et c'était pas le personnage principal initialement. Est-ce que tu peux revenir quand même sur toute cette phase d'observation? Je sais que tu viens pendant plusieurs années parce que toujours la question quand on arrive à cette qualité d'intimité dans le documentaire, c'est de savoir comment ça s'est construit cette relation. Bah déjà, on a créé une dynamique observatrice-observée, puisque je suis rentrée avec un appareil photo. Je leur ai raconté un petit peu ce que je voulais faire. Je me suis d'abord posée, j'ai pas pris mon appareil, puis ensuite j'ai pris mon appareil, je les ai photographiés de très près. Ce qui a créé une première intimité, puisque l'intimité physique, puisque j'étais vraiment très très près des corps. Et puis il y a eu cette première exposition, et je pense qu'un petit basculement s'est effectué là, puisque un lien de confiance tout simplement s'est créé. Et puis je suis revenue. Voilà, j'avais une sorte de fascination pour l'Atlantique. J'habite pas à Arles, mais je prenais des trains comme ça, et je retournais au bar. Tu étais la Parisienne pour eux? Oui, alors je suis lilloise, donc ça a son importance. J'ai été bien plus acceptée que si j'étais parisienne, je pense. Mais oui, bien sûr que j'étais l'étrangère pour eux et la parisienne, parce que je viens pas d'un milieu précaire comme le leur. Donc c'est sûr que de par ça, j'étais la parisienne. Mais voilà, 4 ans de rapport en fait humain. Ça nous a vraiment rapprochés. Je pense qu'une amitié s'est créée finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Mais j'ai toujours gardé ce rapport avec eux, cette dynamique avec eux d'observatrice aussi. Donc parfois je faisais juste tout simplement partie des dynamiques du bar, parce que je venais sans appareil photo, sans rien. Mais parfois je revenais avec mon appareil photo, parfois je venais avec un micro, comme celui-ci, et j'allais interviewer les gens dans le bar, à l'extérieur du bar, voir ce que ça crée en fait. Est-ce qu'on raconte sa vie dans un bar, ou est-ce que le bar c'est un théâtre? Et j'ai découvert, à travers ce petit exercice, j'ai découvert des récits de vie, tout simplement, et j'ai voulu les raconter. J'ai voulu les raconter en mouvement. J'ai voulu filmer en fait ces témoignages-là.
Moi, j'aurais aimé être bouffon pendant le Moyen-Âge. Voilà. J'aurais aimé être... Ça aurait été on me donnerait le choix de... Je ne remonterai pas aux années 50, là. Donnez-moi l'opportunité d'être le bouffon du roi, là, le bouffon. Pour faire rire les gens, pour faire croire que je suis idiot, tout en amenant, en disant, t'as vu le roi comme il est là. Et moi, oui, bah, faire rire. Mais derrière, de dire, non. C'est comme des fois, là, qu'ils croient que je fais un esprit à la spontanée. Mais je travaille à la maison, c'est tout calculé, tout. C'est tout, disant, mais j'attends la conversation qui arrive. On placer le truc au bon moment. Il y a eu beaucoup de discussions avec notamment Jean-Jacques sur le rôle du bar, comment les gens de bar sont perçus aussi. Ils sont perçus comment ? Bah, Jean-Jacques dit c'est simple, ils ne rentrent pas, les gens rentrent pas. Et en fait, je sais plus comment ça s'est passé, mais on avait eu cette réflexion, on s'était un peu marré parce que je sais plus qui a dit, mais on a des piliers de bar et en fait c'est des meubles. Enfin, donc c'est quelque chose de très statique. C'est du mobilier d'architecture. Enfin, c'est du mobilier, c'est des éléments d'architecture effectivement. Et moi dans ce bar, ce que je trouvais assez incroyable et dans pas mal d'autres bars parce que j'en ai écumé pas mal, c'est que même malgré la solitude, malgré les souffrances, faut pas fantasmer, faut pas l'ignorer. Bah, je sentais une certaine vitalité dans ce bar. Et j'avais envie de la raconter. Je me disais, bon bah oui, effectivement, bien sûr qu'il y a des vies cassées, etc. Mais quand on se lève le matin, enfin, quand on s'habille, quand on traverse la rue et qu'on va voir d'autres humains, même si c'est pour boire, bah on est en mouvement, quoi. Donc on est vivant. Et j'avais envie de raconter ça à travers les récits de vie, les récits individuels aussi, parce qu'on les voit. Enfin, c'est ce que Jean-Jacques me dit, il me dit on va pas à la rencontre de chacun. Entre guillemets, on ne rentre pas dans ces bars, on ne va pas parler aux gens un à un. Et donc finalement, les gens des bars, c'est comme une espèce de matière un petit peu impalpable, insondable et qu'on regarde pas vraiment. Donc j'avais vraiment envie de les réancrer dans le réel à travers des récits individuels, leurs récits. Et c'était aussi finalement le chemin que je prenais en photo puisque je m'approchais beaucoup des corps, donc comme dans une espèce d'envie d'ancrer ces corps-là dans le réel, quoi, de ne pas laisser la possibilité aux spectateurs de ne pas les regarder en fait. Et on voit des visages abîmés et des récits abîmés. Et il y a aussi la notion de langage dans ces bars. Alors ce que moi j'observe dans mon travail avec la Soifothèque, c'est qu'il y a le vin des salons, il y a le vin des rues. Je remarque que dans le vin des rues, que tu sois chez Robert Giraud, que tu sois chez Michel Audiard, que tu sois chez Blondin, je ne sais pas si c'est des auteurs, voilà, que tu sois chez Gabin, le langage succède à la boisson. Là où dans les salons, il y a une relation frustrée au produit. C'est notamment la scène de la Gusy dans L'aile ou la cuisse, où on va parler du vin avant de le boire. Voilà, donc dans les classes dominantes, le langage précède. Mais donc toute cette digression pour t'amener sur la notion de langage et de récit. Et effectivement, il y a un poète dans les personnages. Et voilà, c'est quoi ce besoin de récit, c'est quoi ce besoin puisque l'ivresse libère? Belle question. Oui, effectivement. Alors ce besoin de récit de leur part ou de ma part? De leur part. De leur part. Ils viennent pour... Oui, pour s'exprimer, ouais. C'est vrai que Claude, donc c'est le poète du bar un petit peu, il m'avait un petit peu parlé de cette heure magique dans l'ivresse, cette heure
qui arrivait à peu près 1 ou 2 heures de premier verre, où il y avait ce petit instant de mélange des gens et des histoires, qui durait très très peu de temps, et lui me disait qu'il était à la recherche de cette heure magique. Je trouvais ça très beau. Moi, je m'interrogeais aussi beaucoup là-dessus, sur pourquoi on boit. Et justement, j'avais une sorte d'intuition de... est-ce qu'on boit pour se rappeler à ses désirs? Est-ce qu'on boit est-ce qu'on boit pour se sentir vivre? Bon, ça c'est un petit peu banal. Mais est-ce que la personne alcoolique n'est pas une personne qui survit, pas au sens de survivre, mais qui vit plus, qui veut vivre plus, qui a ce besoin de vivre plus, et qui va en fait prendre des psychotropes pour se caler, pour caler son envie, son besoin, sa pulsion en fait, avec le réel, pour se décoller de sa réalité, jusque se détruire en fait. Donc est-ce que cette chose mortifère qu'est la maladie d'alcoolisme, qu'est le fait de boire trop, vient de quelque chose, d'une pulsion de vie en fait? Ça m'a toujours fascinée. Je voulais vachement le traiter dans le film. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à traiter avec des mots, mais je pense que peut-être à certains endroits du film j'ai réussi à le capter. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, en tout cas il y a cette petite heure magique effectivement que j'ai trouvée très intéressante. Après, pour ce qui est du récit, des histoires, le besoin de raconter ces histoires, dans le film, je le décolle complètement de la boisson, parce que j'ai interrogé les gens sobres, c'est important. Et je pense qu'ils ont un besoin de parler, tout simplement parce qu'on ne les écoute pas. Donc ça, je pense que je l'ai complètement dissocié de la boisson, du fait de boire, de l'acte de boire. Je pense que là, c'est un besoin qui est politique en fait, parce que ils ne sont pas habitués à parler. Ils sont pas habitués à être écoutés, parce que dans le bar, en fait, finalement, le bar, c'est un théâtre. Je pense pas que ce soit l'endroit où on livre son intime, même si parce qu'on est dans le bar, on sait tous qu'il y a une vulnérabilité, qu'il y a des fêlures et des souffrances, mais c'est pas un endroit où on livre forcément son intime. Je pense pas. Après, ça dépend des bars, des régions, des gens qui sont dedans, mais et si c'est des hommes ou des femmes, mais là, en tout cas, il y avait ce besoin de se confier, parce qu'on n'écoute pas. Et surtout chez Nathalie et Jean-Jacques, parce que Nathalie et Jean-Jacques, les patrons, donc, sont des réceptacles à vulnérabilité et à histoire. Toute la journée, ils écoutent les histoires des gens. Et ils ont besoin, eux aussi, finalement, qu'on les écoute. Les gens ne sont pas là pour venir les écouter, eux. Donc, j'ai vachement ressenti ça, en fait. Il y avait un besoin il y avait un besoin d'exutoire, de parler, et c'est aussi pour ça qu'on a créé le film, un peu une architecture verticale du film, parce que en bas il y a le bar, au-dessus il y a l'appartement de Nathalie et Jean-Jacques, et on a beaucoup interrogé Nathalie et Jean-Jacques au-dessus, dans leur appartement. Et au son, on a essayé de mettre beaucoup de sons de bar dans leur appartement, parce que ça créait quelque chose que j'avais vraiment vu au bar, qui est qu'ils n'ont pas d'intimité. Leur salon, c'est le bar, quoi. Et donc, même quand ils remontent et qu'ils sont dans leurs coulisses, quand ils remontent du théâtre, quoi, ils sont encore dans le théâtre, ils sont encore sur scène. Et c'était quelque chose que je trouvais intéressant, parce que juste terriblement oppressant. Et il y a des moments très intenses, des témoignages très intenses partagés par Nathalie, pendant lesquels on a justement mis ces bruits de bar, de gens qui rigolent, etc., pour raconter que cette personne-là, elle n'a pas d'intimité. Elle est là pour recevoir l'intimité des gens, mais elle n'en a pas elle-même, en fait. Quand tu me parles de l'heure magique, je sais que vous avez tourné au bord de l'étang ou de la mer, à l'heure magique, entre chien et loup.
me fait penser aussi au rayon vert d'Éric Rohmer, l'art magique. Donc dans cette intimité, tu as réussi à placer un point de vue très fort. Il y a notamment le choix du format, le 1,37. Tu peux nous parler du choix de ce format-là ? Ouais. Alors c'était, ça vient d'une discussion avec mon chef opérateur Martin Roux. Alors bon, initialement c'était pour être en cohérence avec la série photo, mais évidemment c'est un peu léger comme raison seule. Mais quand on s'est posé la question de ce que ça allait créer, moi ça m'allait bien parce que j'avais envie de ces plans fragments. J'avais envie de filmer fixe, de filmer de près. Et notamment j'avais envie de filmer de près les corps. Alors, on en revient au corps encore. Ces corps qui racontent évidemment une histoire, une classe sociale, un travail, des bagarres. C'était important aussi parce que c'est des gens à qui on demande de disparaître, à qui on demande de partir, qui sont un peu disqualifiés du territoire. Donc je voulais vraiment les réancrer dans ce territoire-là. Et puis, je trouvais que c'était pas mal aussi le 4/3 pour vraiment nous enfermer dans le bar, quoi. Étant donné qu'on est presque en huis clos, à part quand on va à la plage de temps en temps, on est dans ce bar-là, on est un peu oppressé, on ressent peut-être un petit peu l'oppression de Nathalie, parce que ça fait partie de l'histoire, cette oppression de Nathalie. Mais aussi, je voulais créer une sorte de continuum dans le bar. On ne sait pas sur combien de temps je filme, on ne sait pas sur combien de temps le film se déploie. J'ai pas voulu justement faire une narration jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et en fait il en va de même pour l'espace. Je voulais vraiment pas qu'on sache où on est. Donc il y a 2-3 images d'Arles, et on reconnaît si on connaît Arles, mais sinon c'est quand même assez abstrait. Et ça c'était vraiment une volonté, qu'on soit dans le bar, qu'on perde un peu la notion du temps et de l'espace, parce que c'est ce que moi je ressens quand je suis au bar. Et que j'avais pas envie d'avoir une approche sociologique de ce bar, puisque je ne suis pas sociologue. Voilà. Et le 4/3, ça permettait vachement ça, en fait. Ça permettait d'éliminer un maximum de détails. Voilà. Tu dis 4/3. Oui. C'est du 1,37, mais ça rapproche du 1,33 du naturalisme. Oui. Est-ce que c'est pas aussi... je vois que c'est un mouvement qui revient beaucoup dans le cinéma naturaliste français. Je pense à Guillaume Braque. On souhaite, en fait, comme tout Netflix, toute la télévision est filmée en scope, qu'avant le scope, c'était les bandes horizontales à la télévision des années 90, ça faisait cinéma. Aujourd'hui, on revient à une image verticale, non ? T'as pas réfléchi ça comme ça ? J'ai pas réfléchi ça comme ça. T'as pas pensé aux opérateurs de Louis Lumière ? Non. Ben, moi, je viens pas du cinéma en plus, donc j'avais pas non plus des références absolument... j'étais pas savante sur le cinéma, donc j'ai pas réfléchi ça comme ça, non. Je me suis juste dit, j'ai juste pensé à la photo et ensuite à ce que ça créerait si on partait sur ce format-là. Alors c'est quoi filmer en huis clos ? Et alors peut-être et aller directement à la question, tu as choisi un point de vue quand même. Il me semble que la grande force du film, c'est d'être à une place toujours la même quasiment, d'observatrice, en retrait et filmer au pied et pas à l'épaule. Ouais. Bah justement dans ce huis clos là, le bar, il y a des moments d'immobilisme extrême, des moments où il se passe rien, et il y a des moments de grand mouvement. Et ça fait partie de la vie du bar, et j'avais envie de le raconter. Donc en fait, si on est à l'épaule, on bouge tout le temps. Donc cette dualité, ces deux moments, ces deux types de moments dans le bar n'existent plus vraiment, quoi. Donc pour moi, je voulais être en fixe pour raconter ça, pour que le mouvement vienne des gens que je filmais. Et filmer dans un huis clos. Et alors, en fait, moi, je voulais vraiment que la caméra... Alors, c'est vrai qu'on me dit souvent que je me suis mise en retrait. Mais en fait, la caméra était vraiment, vraiment au centre
dans le tournage. On était vraiment très près d'eux. Et je voulais pas avoir une caméra qui était trop loin parce que avoir une caméra qui était trop loin nous donnait des risques d'avoir des éléments en fait au premier plan entre la caméra et le protagoniste ou les protagonistes qui pouvaient un petit peu donner une impression de dissimulation d'intention. Donc au contraire, je voulais pas dissimuler la caméra, je voulais qu'elle soit vraiment au centre. Trouver la juste proximité avec eux. Et en fait, je me suis tout simplement dit, c'est simple, la caméra va être en pilier de comptoir avec eux, donc au plus possible, on était juste là, très 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 présent, quoi. Et je pense que c'est ce qui a participé, c'est l'un des éléments qui ont participé à ce que la caméra se fasse oublier et à ce que on soit vraiment avec eux, qu'on dépasse la seule oppression du huis clos pour aller dans l'intimité aussi. Mardi dernier, on était à la pêche et jeudi, ils sont venus visiter le bar. Et là, il est arrivé 3 jours après avec 20 personnes là, qui ils voulaient visiter comme s'ils avaient déjà acheté. On les a, on est des merdes, de toute façon, on ne pourra pas racheter. On n'a pas ci, on n'a pas là. Et ça se croit tout permis, qu'il y a des lois. Gérard, lui, il n'a pas cédé. Gérard, c'est le propriétaire du fond. Il n'a pas cédé. Mais bon, tu sais, ça fait depuis 3 ans, il y a au moins 3 ou 4 groupes qui sont venus. Ils ont de la monnaie, je peux te dire. On est des petits bourrins, eux, c'est les riches sans respect, sans rien. Atlantic Bar, c'est aussi Atlantide Bar, c'est le monde qui disparaît, c'est le monde enfoui. Et voilà, qu'est-ce que c'est ce monde qui disparaît des bistrots? Parce que quand j'étais exploitant, je disais toujours, il y a 2 choses qui restent ouvertes après 20h, c'est le bistrot et le cinéma. Et nous, le bistrot était en face du cinéma. Oui, alors, moi je suis pas sociologue, donc je vais pas apporter une réponse aux sociologues, mais ce que j'ai effectivement vu, c'est que le bar, c'est quand même... Enfin, le bar et ce type de bar, surtout évidemment le type de bar où il y a une vraie politique de prix visant à l'accessibilité à tous, mais c'est quand même le seul, il me semble, lieu laïque dans l'espace public où on peut ne pas consommer. Parce que bon, on peut prendre un café et rester toute la journée. J'appelle pas ça consommer. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué quand j'étais là-bas. Et finalement, qui m'a été confirmé au fur et à mesure de mes projections. Quand j'allais dans plein de villes différentes, de villages différents, d'endroits très citadins, très ruraux, il y a une douleur en fait de la part des gens qui est différente. Il y a une douleur évidemment chez les ruraux, chez les gens des plus petites villes et des villages, parce qu'il n'y a plus de bars. Donc en fait, au même titre que les déserts médicaux, les déserts d'enseignement, il n'y a plus cette vie. En fait, il n'y a plus d'espace public. C'est ça qui est dingue, quoi. À part, évidemment, il y a une église, si tu veux. Et dans les plus grandes villes, il y a une douleur de standardisation des lieux, où il n'y a plus de spécificité. Et il y a effectivement cette... je ne sais pas si c'est une douleur, mais en tout cas, on m'a beaucoup parlé du fait que on sort dans la rue, on doit dépenser. Enfin, il n'y a plus cette possibilité d'errance, en fait, qui, je pense, est très très important pour l'humain, cette errance, cet ennui, et cette possibilité d'être quelque part, en fait, sans payer pour y être. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, et je pense que la disparition des bistrots, dans la disparition des bistrots, au-delà évidemment de la possibilité de lien social pour les gens de classe précaire ou pour les gens qui ont un accident de vie et qui se sentent seuls, eh bien c'est au-delà, et ça c'est déjà très 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 important, eh bien au-delà de ça quand même il y a la disparition pour tous de la possibilité d'être dans l'espace public. J'ai 4. Comment ils chargent plus? Faire plus cher? Ah ouais, si les autres sont vraiment pris. Pourquoi faire, tu paieras plus cher. Hein?
Faut que j'ai personne, j'ai pas grand monde, que je mette plus cher. Après, c'est le choix de clientèle. Après, ta clientèle ici, c'est le quartier. Hein. Je veux faire à 2 euros, je le fais à 2 euros, mais à 2,20 €, tu n'auras personne. Il va le passer, si tu le mets à 3 euros, il n'y aura personne. Si tu as un quartier où il y a des bobos, qu'il y a des rogues, oui. Tu fais une catégorie, tu sélectionnes, ça fait que c'est fini, après tu n'as plus de racailles, rien. Eh oui. Mais bon. C'est pas ça le bar. Le vrai bar, c'est pas ça. Le bar, c'est populaire. C'était comme à l'époque le foot, c'est populaire. C'est mon avis, après je dis pas que j'ai raison, hein, c'est sûr. Est-ce que tu bois, toi? Ouais. Tu bois quoi? Du vin, alors je bois du vin nature. Je sais pas pour faire la lèche-cul. Je bois du vin nature, mais alors depuis le début de la tournée, je bois de la bière aussi. Je suis revenue à la bière parce que je suis lilloise et donc j'ai bu beaucoup de bière dans ma vie. Mais ouais, je bois du vin. Enfin, j'ai vraiment une consommation de petite bourgeoise, quoi, de l'alcool. Je bois du vin nature et des bières IPA. C'est un symptôme des urbains, à ton avis? De quoi? De boire de l'IPA et du vin nature, c'est un symptôme des gens qui vivent en ville? Mais je pense pas, mais par contre les appellations sont des appellations de gens qui vivent en ville. Je crois que j'avais parlé avec des fabricants, comment on appelle ça, viticulteurs? Oui. Ouais, hein. Vignerons, voilà, c'est ce que je cherchais. Qui me disait, mais nous, du vin nature, on en fait depuis, ou du vin bio, ou du vin sans sulfite, ou du vin je sais pas quoi, on en fait depuis X temps, juste on n'appelait pas ça comme ça, on le vendait pas comme ça. Je sais pas, je pense que c'est pas forcément l'apanage des urbains, par contre c'est peut-être l'apanage des urbains de le marketer. J'ai bon avis là-dessus en fait. Bon, tu me rassures, en tout cas. Pourquoi? Que tu bois. Oui, je voulais que tu nous parles un peu de la nourriture visuelle que tu as eue, puisque tu es photographe. Et notamment, tu cites le café Les Mythes d'Anders Peterson, ouais. Ou ouais, génial, Lift, le court-métrage là dans le... Marc Isaac. Alors juste après la pub pour Brico-Marché là. Pour Brico-Marché, ouais. Mais... Après, enfin, franchement, sans mentir, j'ai pas eu un corpus d'inspiration énorme. Mais pour donner un peu du grain à moudre aux auditeurs nombreux, oui. sur le travail photographique, puisque tu es photographe. Oui, Café Les Mythes de Anders Peterson, c'était ma principale inspiration, et pas seulement pour sa série qui est formidable, mais c'est aussi pour son parcours et son témoignage à travers cette série, puisqu'il a passé 8 ans lui dans un bar. Lui est devenu complètement alcoolo. Il dit quelque chose de très beau. Je vais complètement, je vais absolument pas réciter sa citation par cœur, donc je vais probablement un petit peu travestir ses mots, mais il dit on parle toujours d'être fort, mais il faut être faible pour imaginer, inventer. Donc ne soyons pas forts, soyons faibles. Et il faisait, voilà, il a écrit beaucoup sur la faiblesse. Il faisait des odes à la faiblesse. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a longtemps traversé dans l'écriture de ce film-là, qui venait en écho avec un poème au début. Au début, le film s'appelait Bluebirds parce que ça vient d'un poème de Bukowski. Qui s'appelle Bluebirds et qui est sur cette petite oiseau bleu qu'on a tous en nous et qui est enfermé dans la cage créée par la société. C'est un petit peu large, mais c'est un très beau poème et pour moi c'est en tout cas ces deux œuvres, même si évidemment il y en a eu d'autres, elles se répondaient et j'allais de l'une à l'autre sans cesse, quoi. Je trouvais que, enfin, il y avait quelque chose sur la faiblesse qui me fascinait, même si aujourd'hui on parle beaucoup de vulnérabilité, etc. C'est un peu une thématique galvaudée, mais je trouve le mot de faiblesse vachement plus fort, en tout cas.
Je m'amuse moi-même. Je trouve le mot de faiblesse, le mot faiblesse très très fort et c'est quelque chose que je cherchais beaucoup dans les références qui m'ont inspirée. Et par exemple, c'est marrant parce que tout le monde me parlait évidemment de Depardon. Mais Depardon, je trouve qu'il n'y a pas cette faiblesse. Bon, évidemment, les thématiques se rapprochaient parce que c'est une certaine France, etc. Il est allé rencontrer les gens. Mais c'est vrai que moi, je trouve que Depardon, c'est assez froid. Et je trouve pas justement la beauté de cette faiblesse. Voilà, enfin, après, je sais pas si on doit faire des bullet points, mais de faire toutes les références, etc. Mais je pense que, en tout cas, ce que j'ai essayé l'arbre d'inspiration que j'ai essayé de créer était autour de la faiblesse, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais si. Si ce n'est que les gens qui connaissent pas la série photo, tu pourrais pu juste la décrire. Oui, Café Limits, c'est Anders Peterson qui a passé 8 ans dans ce café qui s'appelle Café Limits, qui est à Hambourg, en Allemagne, et c'est une série photo qui est il a vraiment photographié pour moi c'est cru et c'est tendre, voilà, c'est cru et c'est tendre, et ça c'est dingue de réussir à faire ça en fait. C'est dingue d'être cru et qu'on ne soit pas gêné de regarder une photo si crue, parce qu'il y a tout. En plus, c'était un bar de prostituées, c'était un bar de craquettes, enfin c'était vraiment vraiment le bistrot hardcore dans les années 80 où là pour le coup il y avait vraiment tous les reclus de la société, donc les travailleuses du sexe, les drogués, les alcooliques évidemment, mais alors évidemment beaucoup d'homosexuels, etc. à l'époque où c'était pas encore quelque chose de très accepté même en Allemagne, et du coup la présence du sexe est palpable aussi dans cette série. Ça se drague entre mecs, entre meufs, je veux dire tout le monde se chope, les femmes montent leur nichon, les mecs baissent leur froc, enfin en fait on pourrait se dire putain mais ça à prendre en photo c'est impossible quoi, parce que comment tu fais pour ne pas avoir l'air voyeur, hein, vraiment. Et il a réussi parce qu'il était dedans en fait, tout simplement. Enfin, je pense que de toute façon il n'y a pas trop de secret. Il était dedans, donc il a réussi à prendre ses photos avec une tendresse incroyable, et il rend ces gens-là franchement dignes dans leur déchéance, quoi. Je trouve ça incroyable de réussir à faire ça. Voilà. C'était un petit peu mon étoile du berger, cette série. Je remercie Fanny Molin pour cet échange instructif. Je remercie Violaine Archin, les alchimistes, et toujours la bande de Radio Vino. La Soifothèque, ça continue sur le terrain, sous forme de ciné-club. On a déjà enregistré le 6e épisode et il promet d'être fleuri. Spéciale dédicace à Sylvain et à la dégustation à l'aveugle.